Bonsoir à tout le monde. Je suis très ravi d'être parmi vous. Je m'appelle Aline Badara Ndiaye. Je suis natif du Saloum, précisément à Passy, à 30 km de Kaolack. Donc j'ai été à Bambey aussi, là où j'ai mon baccalauréat, avant de venir ici à Dakar. J'ai été consultant au niveau du cabinet Profil pendant 5 ans avec Modiké. Je travaille aussi à BEM, avant d'être directeur des ressources humaines au Petit Train de banlieue, pendant 4 ans. Et après, j'ai été à Patisen comme directeur capital humain. Après 15 ans de pratique, il était temps, comme on disait les Wolofs, Nyangan, sur mon collègue Berdaram. Ce que j'ai essayé de faire en créant tout simplement mon cabinet pour accompagner et partager mon vécu avec les entreprises. Donc j'ai fait tout ce qui est recrutement, formation, accompagnement. Là aussi j'apprends. Donc nous sommes dans un cadre d'échange. Comme disait Senghor, la civilisation de l'universel, le rendez-vous du donner et du recevoir. Et nous allons nous inscrire dans cette lancée-là. Et lorsque l'occasion m'a été donnée pour venir accompagner médical, évidemment, je l'ai saisi. J'ai eu beaucoup d'expérience, mais pas dans le domaine médical. Et dans la vie, on ne fait qu'apprendre. Donc, je ne regrette pas. Je remercie beaucoup au docteur pour sa disponibilité, ouverture d'esprit, sa compréhension. Il a une vision qu'on essaie de partager ensemble. Quand j'ai décidé de venir, à ce moment de ma carrière, c'est pour donner des résultats et accompagner les autres et apprendre d'eux. C'est ma seule raison d'être au niveau des médicaments. Et j'espère qu'il va se poursuivre. Alors, comme disait Platon, je ne suis pas votre professeur, vous n'êtes pas non plus mes étudiants. Nous sommes dans le cadre d'un échange et d'un partage. Apprendre, c'est se souvenir. Comme disait Platon, c'est la réminiscence. Nous avons tous eu à connaître des choses, mais par la pression, souvent on a tendance à oublier. Et c'est souvent utile de le rappeler. Et c'est l'occasion de le faire ici. Et ce rappel est toujours présent aussi dans le Coran. Comme quand Dieu a créé Adam, il lui apprend toutes choses. Et quand on dit Iqra, certains disent c'est pas lire, mais souviens-toi, parce qu'il le savait déjà. Aujourd'hui, nous allons réveiller des choses ensemble. Parce que ce que nous voulons faire, une seule personne ne peut pas faire. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut que nous soyons ensemble pour pouvoir aller très loin. Comme dit le proverbe, celui qui veut aller vite, il va seul. Mais si on va aller loin, on va aller ensemble. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et nous allons essayer de voir l'intelligence collective. C'est un thème bateau, mais nous allons essayer de le raccourcir. Il m'a mis en garde, je vais être très discipliné et respecter ce qu'il dit. Alors, c'est un thème qui peut paraître complexe, mais nous allons dire des choses simples pour essayer d'expliquer quelque chose qui peut être complexe. D'accord? L'intelligence collective peut être simple. On peut même décider de définir l'intelligence collective comme la capacité à mettre en synergie, ensemble, nos connaissances. Je m'explique. Ce n'est pas en additionnant nos connaissances que nous allons aller très loin. Ça va au-delà. Mais nous allons le faire en 3 étapes pour expliquer ce qu'est l'intelligence collective. La première consiste à avoir ce qu'on appelle être acculturé, c'est-à-dire avoir un ensemble de pratiques que nous partageons ensemble. On peut l'appeler même du knowledge management. L'ensemble de pratiques que nous partageons avec l'ensemble des collaborateurs. Parce que pour qu'on puisse travailler, il va falloir qu'on s'accorde sur les outils qui nous permettent d'avancer. C'est une évidence. Si on ne le fait pas, il sera très difficile d'y arriver. Martha l'a énuméré en 2024. Qu'est-ce qu'il veut faire? L'investissement. Dans quoi? Dans des outils nous permettant d'aller de l'avant. Mais il nous faudra consolider ce savoir-là. Ce qu'on appelle la consolidation du savoir. Médical doit avoir un savoir-faire. Ce qu'on appelle label, marque de fabrique. Que nous allons tous maîtriser et partager ensemble. Et ça, c'est la première étape qu'il nous faut forcément avoir. Si on n'a pas, ça posera un souci, forcément. Être ensemble pour pouvoir aller loin. Mais pour ça, il va falloir qu'on harmonise. Deuxième étape, ce qu'on appelle la collaboration. C'est faire avec. La preuve. Vous savez, la médecine explique très bien même l'intelligence collective. Par exemple, quand je prends un médecin, il peut dire je suis spécialiste de l'oreille. Quelqu'un me dira des yeux, du cœur, pancréas, autre chose. Donc ça veut dire quoi? On a besoin de beaucoup de spécialités pour pouvoir soigner quelqu'un. Une seule spécialité peut-être ne nous permet pas de soigner un médecin. On a besoin de conjuguer l'ensemble des efforts pour pouvoir aller loin. Nous allons être dans cette sillage-là. Collaborer veut dire faire quelque chose avec les autres. Mais nous allons le dépasser. La troisième étape, c'est la coopération. Et cette coopération va au-delà de la collaboration, car c'est créer quelque chose. On va dans l'innovation. Nous allons innover. Sinon, ça se pose un souci. Si on se colle sur nos acquis, on sera dépassé par les autres. Nous sommes dans un environnement qui évolue très vite. Et si on ne fait pas l'adaptation, la capacité de s'adapter en élevant, en aiguisant notre esprit, ça posera un souci.
Donc, ce sont ces 3 éléments qui nous permettent d'y aller. Donc, c'est la base d'un modèle de l'intelligence collective. Être acculturé, knowledge management, c'est-à-dire avoir un ensemble d'outils nous permettant d'aller ensemble. Collaborer, faire quelque chose avec les autres, on verra dans l'application comment cela va se passer. Et troisièmement, créer, ça veut dire être dans la coopération. Créer autre chose, innover, mais nous allons le faire ensemble. Donc si nous réunissons ces 3, nous avons jeté les bases, ce qu'on appelle l'intelligence collective. Maintenant, comment insuffler ce type de management-là au sein de l'entreprise? Ce n'est pas évident. Nous savons tous que le management du changement fait face à des résistances. On a peur souvent. On a peur de l'inconnu. Est-ce que nous allons perdre nos acquis, nos positions? Mais on n'a pas d'autre choix. Comme disait Rousseau, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire, il nous faut s'unir ou disparaître. On n'a pas toujours le choix. Il faudra s'adapter pour pouvoir avancer. Et dans ce cas, nous allons essayer de voir la matrice de l'intelligence collective à travers les 5 R. Le premier, c'est ce qu'on appelle le rôle. Dans une entreprise, chaque membre doit avoir un rôle précis. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être dans tous les sens. Il nous sera très difficile par la suite même de définir les responsabilités. Mais parfois même ce rôle peut dépasser son métier. Quelqu'un peut être le moralisateur dans l'équipe, un conseiller, quelqu'un qui joue le rôle d'équilibre. Et pourtant, il peut être un spécialiste dans d'autres domaines. Définir le rôle de tout un chacun en entreprise, ce sont les préalables qu'il nous faut pour aller de l'avant. On n'a pas d'autre choix. Le deuxième point, ce sont les règles. Il est difficile de pouvoir avancer si on n'est pas discipliné et organisé. C'est quasi l'échec qui nous attend. Mais cette règle que nous allons donner, ce n'est pas quelque chose qu'on nous impose. Pour parler comme Rousseau, dans son contrat social, l'impulsion du seul désir, esclavage, et obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, c'est ça la liberté. Nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il nous faut pour avancer. D'où, tout simplement, c'est dîner. Sinon, vous pouvez rester dans un bureau, décider et vous imposer. Ce n'est pas la même pratique. Il faut associer tout le monde. Qu'est-ce qui nous permet d'aller de l'avant? Qu'est-ce qu'il faut? Et dans cela, il y a des étapes que nous allons voir tout à l'heure. Parce que quand je vous dis, accompagnez-moi, il y a 2 options. Vous allez me dire, mais vous allez où? Est-ce que j'ai envie de venir? C'est logique. Est-ce que Diable m'a andi? Est-ce que ça nous permettra de voir la vision et les autres qui vont venir. Donc, ce deuxième R-là, c'était simplement les rôles. Il nous faut aussi des rythmes. Ah oui, qu'on perpétue. Par exemple, comment accueillir quelqu'un qui vient d'intégrer l'entreprise. C'est important. Comment on célèbre nos victoires. Martha a montré tout à l'heure une image avec un trophée. Comment on le célèbre? Parce que si moi j'ai accepté de venir, c'est parce que Medical existe. Grâce à qui? À vous. Ça fait rêver pour que les autres puissent venir. Donc le mérite vous revient. Tout à fait. Donc si on décide de venir, c'est parce qu'il y a déjà un existant. Mais nous allons venir conjuguer nos efforts ensemble pour encore aller plus loin. C'est dans cette logique-là. Donc il nous faut des rythmes que nous allons instituer pour tout le monde. Et ça, c'est important de les partager. Vulgariser. Il a dit tout à l'heure, on doit communiquer. Je suis tout à fait d'accord. Et surtout maintenant, le 4e R qu'on appelle la reconnaissance. On peut voir sous 2 angles. La contribution et la rétribution. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que vous apportez? Votre expertise, votre savoir, savoir-faire et savoir-être. Dr Moui l'a dit tout à l'heure. Le malade peut être soigné rien qu'avec l'accueil. C'est une manière d'être et c'est important de le faire. Donc la reconnaissance est fondamentale dans le cadre du travail. Savoir dire à quelqu'un waouh gour, comme ce dîner-là, c'est une manière de reconnaître vos efforts. C'est important. Vous dire merci beaucoup. Vous appelez ici, discuter avec vous, mais c'est une manière aussi de reconnaître votre contribution. C'est une forme de rétribution que vous avez. Rétribuer ne veut pas dire de l'argent seulement, même si c'est important. Mais merci, c'est déjà important. Waouh gour, dafa yoku, comme on dit. Dire à quelqu'un c'est bien ce que tu fais, ça lui permet de redoubler des efforts. Et cette reconnaissance-là est fondamentale. Quand les gens sont avec vous, c'est bon de leur dire que vous comptez pour moi. Et ce n'est pas seulement des mots, c'est à travers des actes qu'il faut. Parce que vous donnez de votre temps, de votre vie. C'est compliqué d'être médecin, moi je suis consultant simplement. Mais parfois il m'est difficile d'avoir du temps. À plus forte raison, vous, du matin au soir, du 1er au 30, ça peut être du janvier à décembre. Donc ça veut dire que ce n'est pas évident d'être médecin et de se faire comprendre même par sa famille. Donc si vous faites ce sacrifice-là, derrière, on doit reconnaître ce que vous êtes en train de faire tous les jours. Et j'espère que c'est le cas et nous allons continuer dans cette logique-là. Donc la reconnaissance, à ce niveau-là, la société vous donne aussi le travail. Le travail, c'est la dignité. Hein?
comme disait l'autre. Prendre son sac le matin, dire j'ai une activité, sur le plan mental même, ça soigne. Quand vous chômez pendant longtemps, vous pouvez même sombrer dans la dépression. Donc quand vous avez un travail, les gens vous regardent avec considération, avec respect, vous êtes utile à la société. Et ça c'est important. Et qui vous donne ça? La clinique. Donc c'est une formule aussi de rétribution. Cette rétribution peut prendre plusieurs formes. De l'argent, des primes, la considération, et surtout le fait de vous témoigner de sa gratitude. Et cinquième élément maintenant, c'est une forme de routine qu'il nous faut instituer au sein de l'entreprise. Quand est-ce qu'il faut faire des réunions importantes? On doit harmoniser tout ça. Quand il se faut, par exemple, quand on est en réunion, on se dit, écoute, pendant 30 minutes, il faut mettre de côté votre téléphone. Ça nous permet d'être ensemble. Quand on est ensemble, il nous faut se doter des règles et que tout le monde doit respecter. Quand Rousseau dit l'impulsion du seul désir esclavage et l'obéissance à la loi conseille presque de liberté, ça veut dire quoi? On se donne des règles, on les respecte. Si on est en train d'enfreindre ces lois-là, on le fait tout simplement, c'est désavouer. Et ce n'est pas bien. Donc ce sont les 5 R qui nous permettent de jeter les bases de l'intelligence collective. Donc ça, on peut dire que ce sont les préambules. Maintenant, nous allons voir à travers un autre auteur qui éclaire celui-là. Alors, en développement personnel, s'il y avait un khalife général, on pouvait dire que c'est Napoléon Hill. C'est un grand penseur. Ouais, il est très fort. C'est comme, je ne sais pas qui est spécialiste, qui est considéré comme le sage dans la piscine. Mais chez nous, en développement personnel, c'est légitime la preuve. Tous les grands auteurs sérieux, ils le citent en général quand ils parlent. Celui qui développe l'intelligence collective. Mais pour comprendre encore ce qu'il dit, nous allons convoquer Stéphane Covey à travers 7 habitudes avec quoi nous allons terminer. D'accord? Et pour comprendre ça, pour qu'on puisse aller ensemble, là nous voulons aller en 2024, même au-delà, 2027, il nous faut ces éléments. Si on l'a pas, ça pose un souci. Et pour le comprendre, nous allons faire 3 choses. Nous allons prendre la métaphore de l'individu. À un moment de notre vie, on a été trop dépendant. On fait tout pour nous-mêmes. Quand on est bébé, on ne peut rien faire. Jusqu'à un certain âge. Après, on quitte cet état où on était trop dépendant pour être indépendant. Mais pour être indépendant, c'est des préalables. Est-ce que vous les avez? Nous allons les visiter ensemble. Le premier point pour aller vers l'indépendance, c'est la proactivité. Qu'est-ce que cela veut dire? Évitons d'être dans la réaction. Nous devons être dans l'anticipation. Et pour cela, il faut qu'on augmente notre cercle d'influence. Qu'on soit positif. Qu'on raisonne en termes de solutions. Comment faire pour être utile? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? En quoi puis-je être? Voilà. Être disponible pour tout le monde. Quand il y a un problème, ne pas se lamenter, mais être dans une logique de trouver des solutions. C'est ça qui est le plus important. Si on ne le fait pas, ça ne mènera à rien du tout. Être là à dire c'est compliqué, ne rendra pas la tâche facile. Mais qu'est-ce qu'on doit faire comme action? Mais on doit anticiper et attendre que le problème surgisse pour qu'on essaie de trouver des solutions. C'est médecin après. La mort, ça ne sert strictement à rien. Donc le premier point, pour se qualifier déjà, parce que c'est une qualification, il faut que nous soyons dans la proactivité. Deuxième élément qu'il nous faut forcément avoir, c'est savoir dès le début où est-ce que nous voulons aller. M'attarder, c'est lui qui va voyager loin. Maintenant, sa monture, ça suppose déjà qu'il faut voyager. Quand on va réaliser ses rêves, il faut en avoir. Où est-ce que madame va nous amener? Quelle est sa vision? Quelles sont ses missions? Quelles sont les valeurs? Si on les partage ensemble, on va être prêt pour l'accompagner. Parce que viens, tu me dis où est-ce que tu vas, ne règle pas le problème. Il faut d'abord comprendre pourquoi je dois y aller, quelles sont les raisons. Est-ce que j'ai des intérêts dans ce voyage-là? Si tel est le cas, je peux te déposer. Après, je vous dis, mais comment on va y aller? Après, nous allons voir les moyens de locomotion. Ce deuxième-là, c'est savoir où nous allons aller. Mais ce problème-là est fondamental et même existentiel. La question du pourquoi. Pourquoi on est là, sur cette terre? Quelle est notre raison d'être? Pourquoi on nous a créés? Pourquoi on se lève tous les jours? Pourquoi on se bat? La question du pourquoi, on l'appelle la question du dharma. Dans la loi spirituelle, il y en a 3. C'est la loi du don, la loi du dharma et la loi du karma. Le karma, c'est le retour. Loi def bokon. Dharma, c'est savoir pourquoi on est là. Et c'est là qui me permet de faire une parenthèse pour saluer cette surprise agréable. Il a un talent particulier. Nous en avons tous qu'il faut forcément trouver. Ceux qui l'ont trouvé réussissent dans la vie. Et ce talent particulier, chacun là, il a exploré tout à l'heure. Il nous a montré une autre facette. Il est toujours back-office, fait son travail comme un bon comptable. Et là, il s'est mis devant tout le monde, il nous révèle un autre côté. Et chacun, ce côté-là, ce talent particulier, quand vous allez le trouver, il faut le mettre au service de l'humanité, c'est le partage.
Donc, dans le domaine spirituel, ça explique le pourquoi. Donc, ce deuxième point-là, il nous faut impérativement savoir pourquoi on est en médical. Pourquoi on doit y rester. Pourquoi on doit se donner pour médical. Pour quelle raison. Si on trouve les réponses, l'accompagnement va être très long. Si on n'en a pas, ça va s'arrêter tout. C'est pourquoi cette question est fondamentale. On doit l'affronter en toute sérénité, avec beaucoup d'objectivité et de sincérité, si on va aller loin. Parce que nit yu bëgg ànd fa sëri faaw ñu nangu waxante dëgg fu dëgg amul jàmm du fa am jamais c'est clair. Donc ça c'est le deuxième point pour avoir cette qualification. Et troisièmement, c'est donner la priorité aux priorités, la gestion du temps. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que l'urgence qui a un caractère imprévisible, qu'on a du mal à calculer parce que ça peut surgir à tout instant. Quand on priorise, en général, on a la planification, parce qu'on sait sur quoi nous allons agir. Mais l'urgence, comme disent les Olofs, devant l'urgence, la priorité s'écarte. On doit savoir, nous, quelle est notre priorité maintenant? Où est-ce que nous voulons aller? Qu'est-ce qu'on veut faire dans l'immédiat, ici et maintenant? Est-ce qu'elle est pour tout le monde? Si tel n'est pas le cas, c'est bon de s'arrêter, parce qu'en voyant, il faut expliquer à tout le monde où est-ce que nous voulons aller. Si tout le monde est d'accord, c'est plus facile. Si elle est déjà de tous, c'est beaucoup plus simple. Alors, si vous avez ces trois éléments-là, en général, vous dites, oui, c'est bon, je suis apte maintenant pour aller faire la confrontation finale. Ça veut dire proactif, savoir où est-ce que vous voulez aller, et surtout savoir donner la priorité aux priorités. Et ça, c'est une victoire intérieure. Et cela vous fait vous quitter la dépendance pour aller vers l'indépendance. Mais être indépendant seulement ne règle pas le problème. Dans une équipe de football, si vous n'avez qu'un latéral, tu ne gagnes pas le match. Si vous n'avez qu'un neuf, le problème n'est pas réglé. Si vous n'avez qu'un bon gardien, ça ne règle pas le problème. Il vous faut d'autres éléments. Ça qui nous permet d'être vers l'inter, exactement. C'est le sens même, le cœur même de l'intelligence collective, c'est l'interdépendance. Et pour y aller, il faut trois qualités aussi. La première, c'est gagnant-gagnant. Cette compétition-là ne doit pas se faire au détriment de quelqu'un d'autre. Non, c'est avec les autres. Mais cela suppose deux critères. Ça demande des convictions fortes et du courage pour l'affirmer, et ça demande du respect aussi pour les autres. C'est important. Si on l'a, on parlait ensemble. Être dans une logique, envisager la vie comme qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir, mais pour l'autre aussi. Qui ne soit pas laissé en rade. Non, il faut que tout le monde gagne. Je ne dis pas de manière égale, équitable. L'équité n'est pas l'égalité, je ne dis pas ça. Gagnant-gagnant, c'est important. Gagnant-perdant, ce n'est pas l'esprit. Ça, c'est aussi ce premier critère-là, le premier critère pour aller vers l'interdépendance, ce qu'on appelle gagnant-gagnant. M. Mouk a dit tout à l'heure une chose importante, la capacité d'écoute. C'est le deuxième élément dans cette interdépendance. Être capable de se comprendre, de comprendre l'autre et de se faire comprendre aussi par les autres. Ça suppose quoi? Une grande capacité d'écoute. Écouter, ce n'est pas une chose évidente. On n'écoute pas pour t'apporter des répliques, on n'écoute pas pour te contredire, on écoute pour comprendre et d'apporter des solutions pour qu'on aille ensemble. Cela demande du respect, la disponibilité, surtout la patience qu'il faut. Parce que si vous regardez les différents plateaux le vendredi, vous avez l'explication. On ne s'écoute pas. On n'est que dans l'invective et dans cette polémique-là. Donc ce deuxième critère-là, ça peut tout simplement être capable de se comprendre et de comprendre les autres. Et maintenant, ce troisième élément dans l'interdépendance s'appelle la synergie. Qu'est-ce que la synergie? Si quelqu'un a envie de partager aussi, je suis ouvert. Donc si quelqu'un veut, ce que je dis, j'en suis sûr que certains le savent, c'est un rappel. La synergie, qu'est-ce qui différencie selon vous la synergie? Mais la synergie, c'est faire en sorte que vous puissiez rester ensemble et savourer ces moments. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça demande de la créativité. Qu'est-ce qu'il faut? Commander et aller au stade. Vous allez manger avant de regarder le match ensemble. C'est des solutions comme ça qu'il nous faut dans la vie. Et ne pas se dire, écoutez, nous allons couper cette poire en deux. Arrêtons de couper cette poire-là. Allons-y de manière globale pour trouver des solutions ensemble. Cela demande de la patience, la créativité, bienveillance, compréhension, disponibilité, sens de l'écoute, beaucoup de facteurs. Dès que vous avez ces trois critères-là, vous êtes dans l'interdépendance. Est-ce que nous sommes prêts pour ça? La déclaration de madame, c'est aller vers ça. Est-ce que nous avons les jours pour? C'est comme un entraîneur qui dit à ces jours, nous voulons gagner la Ligue des Champions. Oui, c'est une déclaration d'intention. Est-ce qu'on a les jours pour? Il y a une équipe pour jouer la Ligue des Champions, équipe pour jouer ventre mou du tableau et surtout pour jouer la relégation. Ça dépendra de ce qu'on veut.
Quand on va aller loin, on met sa monture. Oui, ça veut dire quoi? Des compétences, des formations, du matériel, de la motivation et beaucoup de choses. Le médecin qui se lève tous les jours, oui, il doit avoir un salaire qui lui permet d'avoir un toit, se soigner, mettre sa famille à l'abri. Mais comment on doit faire pour nous mettre dans ces conditions-là? C'est à nous de trouver ces éléments de réponse. Ça ne tombera pas du ciel l'argent. Comment faire pour qu'on puisse gagner ensemble et avoir une répartition équitable? C'est cette question qu'il nous faut poser. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que de la porte jusqu'à l'entrée, jusqu'à la sortie même après, qu'on puisse tous se retrouver? Ça suppose que chacun doit jouer sa partition. Et c'est là où l'intelligence collective est fondamentale. C'est une équipe de football. Mais s'il est bon, mais à lui seul, il ne peut pas gagner un match de foot. Il a besoin de ses coéquipiers. Et dans cette médecine-là, c'est comme ça. Il y a des gens qui jouent le rôle de 10, qui reçoivent le malade, qui regardent, avant tout simplement d'envoyer quelque part. C'est comme ce que fait là-bas les généralistes. C'est des 10 qui reçoivent les mettre plus malades pour voir est-ce qu'il faut aller en spécialité. C'est pareil. Il faut que tout le monde soit concerné, impliqué. Tout le monde est important, mais personne n'est le plus important. Il n'y a pas. Nous sommes tous importants à des degrés différents. Mais dire que je suis le plus important, en général, ça c'est l'esprit d'équipe. On l'est tous. On doit être humble. C'est pour ça que l'humilité doit être conjuguée tout le temps présent. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça nous permet de voir la 7e habitude qu'on appelle élever et aiguiser votre esprit. Heureusement, madame l'a compris. Ce qu'on appelle le capital humain. On parlait du capital financier. Là, on parle de capital humain. On investit sur l'humain. Dans l'optique que l'humain puisse avoir un retour sur l'investissement. On le forme en diabéto pour qu'il puisse bien prendre en charge le malade. On le forme en temps pour qu'il puisse bien répondre de ses préoccupations. Ça, c'est le capital humain de la formation. Martin l'a dit dans son développement. Développement des compétences. Vous êtes dans un secteur qui avance vite. Si le personnel n'avance pas, mais il y aura un décalage. Il y a la technologie. Aujourd'hui, on peut regarder les enfants pour voir la position. Est-ce qu'il va causer par césarienne? On peut opérer sans déchirer maintenant, avec laser et tout. C'est la technologie. Si on ne forme pas ces gens-là, il sera difficile d'être à ce niveau-là. Donc, vous voyez que ces 7 points-là, c'est une introspection qu'il nous faut. Est-ce qu'on a ces qualités pour aller ensemble? Si on les a, c'est très bien. Si tout le monde ne les a pas, il faut qu'on soit calme. On doit tous aller ensemble. Faire en sorte que, de la porte jusqu'au niveau du médecin, que tout se règle correctement. Donc, vous voyez, finalement, il y a les bases de l'intelligence collective, mais il y a des préalables pour nous permettre d'aller de l'avant. Et si nous voulons sauvegarder maintenant cela, je termine avec 4 conseils. Et encore, nous allons convoquer notre auteur qui s'appelle Don Miguel Ruiz. Excellent auteur, qui a écrit les 4 accords Toltec. Toltec, c'était le peuple du Mexicain. Il a retenu 4 leçons. La première, si nous voulons tous être ensemble, il faut que votre parole soit impeccable. Impeccable vient du latin peccatus, qui veut dire péché, et im du radical qui veut dire sang. Il faut que notre parole ne comporte pas de péché, de venin émotionnel. Arrêtons de dire du mal des autres, avec beaucoup de méchanceté, la calomnie. Ça fait mal et ça ne nous permet pas de souder nos liens. On n'a pas d'esprit d'équipe tout à l'heure. D'aller ensemble. Mais comment pouvons aller ensemble si on se met à casser le secours sur le dos de quelqu'un? Ça pose un souci rien. Dîner n'angoko, ad n'angoko, rien ne le recommande. Absolument rien. Donc, il faut que votre parole soit impeccable. Mais ceci n'est pas une philosophie d'une soirée. C'est une philosophie de toute une vie. Ça demande d'efforts énormes pour y arriver. Ça, c'est le premier accord. Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ah, c'est difficile. Souvent, il y a l'ego. Il y a un excellent livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être ce que nous sommes. Un livre qu'il... La médecine, ça soigne, mais la lecture aussi, c'est une thérapie. Hein. Ça, je vous le dis. Ça soigne beaucoup. Ça nous permet de régler beaucoup de choses que nous avons en interne. Et des gens incapables de pardonner. Si vous lisez le livre d'Olivier Clerc, Le don du pardon, alors là, je vous dis que vous allez vous mettre sur le chemin. Pardonner, ce n'est pas une chose facile, mais vous ne le faites pas pour les autres. Vous le faites par vous-même. On ne pardonne pas. Non, non, non. C'est comme si vous buvez cette tasse d'eau-là, vous pensez que l'autre, son ventre va se remplir. Non, 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 c'est vous-même. Quand vous parlez, vous allez vous sentir encore beaucoup mieux. Donc, évitez tout simplement d'en faire une affaire personnelle. C'est l'ego qui le fait souvent. On a un problème, un différend, et le lendemain, je te salue, tu m'en salues après. Parce que pourquoi? Tu en as déjà encore pour discuter. Il faut faire du dépassement, prendre de la hauteur. Cela demande beaucoup de courage. Ceux qui pardonnent, c'est des gens courageux. Il va avoir de quel bois je m'en chauffe. Oui, c'est plus facile. Mais pardonner, c'est très difficile, ça demande du courage. Ça demande du temps. Et il faudra le faire, vous n'avez pas d'autre choix. Quand vous pardonnez, vous le faites que pour vous-même.
Donc ça, c'était la deuxième leçon des 4 accords Toltec. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Dans ma yakar, je croyais que Fokna, Sénégal, on l'a érigé en émission. C'est grave. C'est grave. C'est de la calomnie autorisée. On ne maîtrise pas et on se met à débattre. Comment on veut. On est spécialiste de rien du tout, mais ça ne veut pas dire accuser l'autre de ce qu'il n'a pas fait, ni l'injurier, du tout. Évitons de faire des suppositions. Et la meilleure manière, c'est de poser des questions. Je n'ai pas compris votre attitude. Pourquoi? Est-ce que je peux avoir une explication? Tu m'expliques. Mais il y a qu'un Daniel le même. Évitons cela. Ce sont des préjugés. Ce sont des jugements de valeur. Et ça ne nous mène pas grand-chose. Ça ne nous amène absolument rien. Et maintenant, la 4e leçon, c'est faire toujours de son mieux. Attention, faire de son mieux ne veut pas dire faire beaucoup. Et je vais l'illustrer pour terminer avec une anecdote. Il y avait un disciple, un Bouddha avec son disciple. Excusez-moi. Alors le disciple avait dit à son Bouddha, combien de temps il me faut méditer pour être à ton niveau? Le Bouddha lui dit, si tu médites 10 heures pendant 4 ans, tu arriveras à ce niveau-là. C'est d'accord, Bouddha. 4 ans, quand même, c'est beaucoup. Alors, si je médite 20 heures par jour, il lui dit, dans ce cas, il faut 20 ans. Ah, il ne comprend pas. Si je fais 10 heures, ça me fait 4 ans. Si je fais encore 20, oui, parce que ta vie n'est pas faite que pour méditer. Il y a beaucoup dans la vie. Il y a la famille, il y a la prière, il y a beaucoup. C'est un équilibre qu'il nous faut. Il faut qu'on aille vers la mesure. Évitons d'être dans cette démesure-là. Le fait de vouloir faire beaucoup, même quand vous faites une action tous les jours et que vous parvenez à consolider ça dans le temps, c'est déjà pas mal. Donc voilà ce que je voulais dire en résumé. C'est un thème très large où nous pouvons débattre quand vous le souhaiterez prochainement. Mais je tenais à respecter les consignes avant de me faire taper sur les doigts. Je tenais à partager ces quelques mots pour vous montrer à l'image. Je suis très content d'être là et j'espère que nous aurons d'autres moments de partage. En tout cas, je remercie tout le monde et bonne soirée.